Bonsoir à tous et chacun, nous sommes là pour le compte de votre émission que vous aimez bien suivre sur la chaîne de France Antena. C'est l'émission Le Rendez-vous, une émission sociopolitique pour parler d'un sujet donné, un sujet qui préoccupe au plus haut point. Alors pour ce soir, nous allons parler de la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kinshasa, un accent particulier sur les banditismes urbains. Oui, voilà, les phénomènes Kuluna, ça refait surface. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier, les effets collatéraux de cette réalité en République démocratique du Congo? Pourquoi pas parler aussi de la variole du singe, comment se protéger, ainsi de suite. Ça dérange les Congolais, ça dérange tous les Africains. Alors pour cette émission, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Albert Ambane Maté Zimbombo, qui est numéro 1 de la société civile citoyenne en RDC. Il est aussi directeur au ministère de la décentralisation, auteur de deux ouvrages importants. Il va parler de ça aussi tout au long de cette émission. Monsieur Albert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien. En forme? Oui, ça va. Parlez-nous un peu de vos ouvrages rapidement, comment ça se comporte sur les rayons des bibliothèques de Kinshasa et pourquoi pas de toute la RDC. Voilà. Les livres se portent plutôt bien, mais bon, comme vous le savez, les Congolais ne lisent pas beaucoup. Il y en a qui sont intéressés, qui achètent, mais nous ne cessons d'insister que les gens puissent nous lire pour comprendre que les solutions aux problèmes qui se posent se trouvent dans ces livres. Nous avions fait réfléchir à leur place et nous avions porté les livres, ils sont dans les bibliothèques qui puissent lire. Nous avons récemment publié la dernière publication, c'est Kinshasa vers une gouvernance résiliente de la mégapole. Et le tout premier ouvrage, c'était décentralisation politique et administrative, rétrospective d'un processus laborieux et délicat. C'est-à-dire le problème de la gestion de gouvernance de Kinshasa, de la RDC, passe par la décentralisation comme mode de gestion. Voilà. Un aperçu général de la ville de Kinshasa, mais dans là, on sait qu'il y a les ministres provinciaux ont été nommés, ainsi de suite, et ces derniers s'engagent à donner les maires d'eux-mêmes pour décanter certaines réalités qui rongent particulièrement la ville de Kinshasa. Bon, écoutez, Kinshasa, j'ai toujours dit que Kinshasa a un problème de gouvernance. J'ai vu quelques jours passés, à partir de la gare centrale, des engins, ils sont des actions, des salubrités qui sont menées à grande pompe. Mais je me dis, le problème... Devant l'hôtel de ville de Kinshasa. Oui, mais je me dis, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que c'est bien de faire comme ça. Mais pour combien de temps? J'ai dit, le problème se pose au niveau de la gouvernance. C'est-à-dire, il faudra que les quartiers qui sont légalement chargés de la salubrité s'en occupent au niveau de la base. Donc, on peut bien faire ce que l'on fait là, comme on l'a toujours fait avec Pompe. On a vu l'équipe, les deux gouverneurs sortants se promener à travers les rues de Kinshasa avec des policiers qui arrêtaient, qui faisaient ceci, cela. Mais cela ne suffit pas. Il suffit simplement que nous puissions jeter la base d'une gestion saine qui est prévue dans les textes et qui existe. Voilà l'exercice auquel nous sommes soumis. Sinon, Kinshasa, ça ne va pas changer, pas du tout, hein, parce que ça sera des actions avec pompe, mais sans lendemain. Voilà, le phénomène Kuluna aujourd'hui, ce phénomène refait surface avec force et dans les quartiers respectifs de la ville de Kinshasa, c'est ces bandits qui opèrent moyennant des armes blanches, opèrent même pendant la journée, on le voit se battre et ça perturbe la quiétude de plus d'un Congolais. Comment faire pour mettre fin à ces phénomènes, Kuluna? Est-ce qu'il y a des mesures draconiennes pour remédier à ces phénomènes qui dérangent le Congolais? Non, le problème de l'insécurité à Kinshasa trouve sa solution dans la gouvernance de la ville. Vous savez, ces Kuluna-là habitent quelque part, ils sont chez les parents sont connus, mais les quartiers, nous avons des quartiers, pour certains d'autres, pour certaines communes, des quartiers très vastes, on ne sait pas qui fait quoi. Mais si aujourd'hui, les chefs des quartiers prenaient ces responsabilités, que les chefs de rue pouvaient renseigner à la commune que nous avons un foyer de tension,
des Koulounes à tel ou tel autre endroit, je crois que ça sera résolu. Voilà pourquoi nous invitons les gens à nous lire pour que nous puissions résoudre le problème de Kinshasa définitivement. Le Kinshasa, une mégalopole d'à peu près 20 millions d'habitants, 24 communes où nous avons des communes de plus de 2 millions d'habitants, c'est vraiment une sous-administration qui ne permet pas à la ville et à ses composantes qui sont des communes d'essayer de résoudre les différents problèmes de différentes natures qui se posent. L'insalubrité, la sécurité, ainsi de suite. Donc, ces problèmes-là passent par la gouvernance. Voilà pourquoi nous avions proposé à ce que à Kinshasa, on puisse créer 4 villes, on puisse éclater, conformément à l'article 4 de la Constitution, on puisse éclater la ville de Kinshasa en 4 villes, on crée 4 mairies, on divise les communes, on divise les quartiers de façon que nous ayons des chefs de rue qui fassent leur travail pour que nous puissions avoir une administration de proximité. Parce que les Koulounes, dis-toi qu'ils sont dans des familles connues. Voilà. Mais nous le voyons si on parle de la police nationale congolaise. Cette police ne semble pas jouer correctement son rôle en ce qui concerne le banditisme urbain. À Kinshasa, nous le voyons démontrer de quoi ils sont capables pour, par exemple, le problème des mauvais stationnements. Ils réagissent sans critique, sans quoi que ce soit. Si le quinoa qui vendent le long sur les grandes artères, ils sont dispersés sans problème. Mais comment ils n'arrivent pas à remédier au phénomène Koulouna? Ils n'arrivent pas à intervenir, une réaction musclée à ce qui concerne le phénomène Koulouna, le banditisme urbain en général. Bon, il faut dire que la plupart des gens qui sont dans la police, notre police les agents de l'ordre est devenu aussi un dépotoir. Hein, un dépotoir, tous ces Koulouna-là se retrouvent dans la police. Hein. Alors, je crois qu'il faudra assainir même cette police-là. Voilà pourquoi j'ai toujours parlé de la refondation de l'État. Nous avons un État affaibli. La preuve est là. Donc, l'État ne peut pas faire face au phénomène Koulouna. Pourquoi? Parce que dans l'État, dans la police, vous avez aussi des Koulouna. Il y a des gens qui sont partis des Koulouna pour être policiers. Alors que la police, ça devait être un corps où l'on cherche des excellentes personnes. Voilà. Donc tout ça, c'est le fait que nous avons un État affaibli et un État à refonder. Il y a ceux qui pensent qu'il y a de cette catégorie des enfants qui quittent les camps de militaires pour aller opérer dans des quartiers tout proches. Tout ça, c'est parce que nous avons... les services ne sont pas restructurés, ne sont pas modernisés. Voilà pourquoi il y a de n'importe quoi. On vous dit, il y a des policiers qui sont en train d'agir aujourd'hui au nom de la police nationale, mais ils n'ont aucun numéro matricule. Ça existe à Kinshasa. Voilà. Tout ça. Si vous avez un policier comme ça qui n'est pas identifié, qui n'est pas payé, qui s'achète ses tenues pour agir, je crois que là, il y a un problème d'affaiblissement de l'État. Voilà pourquoi je dis il faut que nous puissions jeter les jalons de la refondation de l'État dans différents secteurs de la vie nationale. Mais à l'époque de Kanyama, le général Kanyama, on sait comment il a procédé. On sait quel miracle lui avait opéré particulièrement pour atténuer quand même ces phénomènes. Parce qu'à l'époque de Kanyama, on ne parlait plus du phénomène Koulouna. On sait qu'il y avait Kanyama KCC. Kanyama KCC, ça a résolu le problème dans son entièreté. Ou bien ce sont les mêmes enfants qui continuent à opérer maintenant. Ou bien, s'il faut évaluer, il y a ceux qui pensent que c'est les enfants dont la tranche d'âge évolue entre 14 et 20 ans. Mais écoutez, justement... il y a ceux-là que nous amenons, qu'on amène à Kanyama KCC qui a quand même résolu le problème d'une certaine manière, mais les autres enfants là grandissent. Vous avez ces chégues-là, des enfants de la rue, qui se marient entre eux et qui font leurs enfants dans la rue. Ces enfants-là sont prédestinés au banditisme. Voilà pourquoi nous croyons que l'État devra chercher à trouver des solutions définitives, plutôt que des solutions palliatives et spéculatives. Voilà, l'État doit intervenir à tout prix avant que les pires n'arrivent, parce que ces enfants dont l'âge varie entre 16 et 20 ans, ce sont de bombes à retardement. Absolument, ceux qui sont partis à Koulouna. On peut les utiliser pour tout. Absolument, c'est ce que c'est fait. Ils sont prêts à tout faire à de moindres frais. Je crois que
le phénomène Koulouna a eu une ampleur à la veille, vers la fin du mandat du président Kabila, où ils étaient utilisés pour de sales besognes. Vous comprenez? Et les acteurs qui les ont utilisés, on les connaît, ils sont là. Je crois qu'il y a là un problème de responsabilité de l'État. On ne va pas commencer à se plaindre parce que les autres ont fait, mais néanmoins, on ne peut pas s'empêcher de mener des actions de l'État avec dextérité pour mettre fin à ce phénomène, parce que là, ça devient très sérieux. La police n'arrive plus à les contenir. Et bon, si nous devons continuer à les caresser dans le sens du poil, je crois que ça risque de... À un moment, Kinshasa risque de devenir invivable, parce que, dis-toi que du temps de Mobutu, nous avons connu le général Bolozi, qui a mené une action d'envergure contre les balados à l'époque. Nous avions connu le résultat. Il y a eu Kanyama qui a essayé un tout petit peu, mais maintenant, je crois qu'il n'y a pas une action de cette envergure. C'est pourquoi je me dis, bon, les Koulouna sont caressés dans le sens du poil. Multiplier le poste de police dans des quartiers où le besoin se présente avec acuité, ça serait résoudre le problème et bien les équiper aussi. Madame, quand j'ai parlé dans mon livre de une gouvernance résiliente, c'est-à-dire on peut avoir un chef de quartier avec sa police, une unité de la police, c'est pas une section ou quoi, à sa disposition, essayer de voir dans telle rue, dans telle famille, il y a un garçon qui est Koulouna, parce qu'ils sont connus dans le quartier, n'est-ce pas? Oui. Et mener des actions comme ça. Donc, je crois que la solution passe par la gouvernance de la ville de Kinshasa, parce que la gouvernance a plusieurs volets. Vous avez le volet salubrité, volet financier, volet sécurité, ainsi de suite. Il faut aussi une police nocturne, hein, M. Albert Angbana, parce que la nuit, apparemment, pendant ce qui c'est calme, on retrouve ces jeunes gens qui perturbent la quiétude. Il n'y a même pas moyen de bien fermer l'œil la nuit ou le jour, travailler librement. Mais nous voulons des solutions idoines pour mettre fin au banditisme urbain à Kinshasa. Parce que on sera surpris peut-être demain et ils sont utilisés pour monter des coups, monter des spectacles et ça va mal se solder. Oui, c'est-à-dire ces Koulouna-là. Quelle est la responsabilité peut-être du ministre de l'Intérieur par rapport à cette réalité, le banditisme urbain? Le banditisme urbain à Kinshasa avec des gens. On en parle, les autorités en parlent de moins en moins. C'est ce qui inquiète. Le banditisme urbain à Kinshasa avait trouvé une solution dans la police de proximité. Mais cette police de proximité n'est pas du tout opérationnelle comme ça devait l'être. Pourquoi? Parce que vous avez comme on appelle les sous-siètes. Les sous-siètes, vous pouvez avoir un poste de sous-siète pour combien d'habitants? Voilà pourquoi je me dis, si vraiment nous faisions le quartier par rapport aux études que j'ai menées dans mon ouvrage, qu'on puisse avoir autour de 700 quartiers à Kinshasa et que chaque quartier est équipé en normes et en matériel. Je crois que ça peut faire l'affaire. Et dans la mesure des possibles aussi, déployer des policiers en tenue civile pour arriver à accéder au quartier général de ces Koulouna. Parce qu'il y a de ces communes réputées où les réalités des Koulouna sont signalées. Oui, justement parce qu'il y a de ces endroits-là, des quartiers entiers qui sont nés, qui évoluent sans qu'il y ait une autorité qui puisse s'établir là-bas. Donc les gens évoluent à leur guise. Voilà pourquoi il faudra que nous puissions, que la police de proximité soit une réalité, mais pour un nombre raisonnable de la population, on peut se mettre à leur disposition, je crois, 10 ou 20 policiers équipés. Ça peut résoudre le problème. À l'allure où ils sont en train de se déployer, d'évoluer, vous ne craignez pas que demain, ces Koulouna puissent constituer une force, voire même aller jusqu'à renverser les institutions? Nous avions vu dernièrement la force du progrès débarquer au Palais du Peuple. Hein. C'est pareil, hein, donc nous devons faire très attention. Donc il revient aux autorités de
d'essayer de mettre un peu de l'ordre dans la boutique. Et quelle est la part de responsabilité? Quelle est la part ou la responsabilité des parents par rapport à cette réalité? La responsabilité des parents réside à quel niveau? Se limite à quel niveau? Et l'État congolais par rapport à notre police qui est censée jouer correctement son rôle, est-ce qu'on peut parler aussi à aspect rémunération de policiers qui devait être assuré pour le permettre de donner les meilleurs d'eux-mêmes? Il n'y a pas que les policiers, il y a aussi certains parents qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs enfants, qui jettent leurs enfants dans la rue, et les enfants sont des enfants sans loi ni foi, et voilà, c'est ça le phénomène Clouna. Donc, il y a certains parents qui ne peuvent plus, ils ne savent plus se payer un loyer, parce qu'il est peut-être fonctionnaire de l'État, parce qu'il est... Voilà. Donc, la grande responsabilité incombe à l'État, parce que dans certains pays, je crois que vous le savez, même les chômeurs sont payés. Ces enfants-là pouvaient bien étudier. Mais je crois qu'avec certaines actions comme la gratuité de l'enseignement, on peut, avec le temps, essayer de résoudre le problème. Voilà, c'est déjà le gouvernement du second mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. On se l'est dit, le ministre devait se donner corps et âme. Il devait travailler avec engagement pour remplir correctement leur mission. Mais vous trouvez que jusqu'à maintenant, ces ministres, dans divers domaines, travaillent correctement, ou bien il y a encore à dire ou à rectifier, surtout que nous déplorons le banditisme urbain, rural et urbain? Oui, c'est-à-dire le problème d'insécurité, ça c'est une responsabilité du ministère de l'Intérieur avec les différents services de sécurité qui existent. Ils sont en train de travailler depuis des années là-dessus. Pour les autres ministres des différents autres secteurs, je me dis jusque-là, très peu de ministres convainquent. Hein? Donc ça c'est du moins dans l'opinion nationale. Hein? Très peu de ministres convainquent. Bon, nous voyons aussi certains ministres se déployer dans leur secteur. Bon, voilà, mais comme le coaching revient au chef de l'État, il lui reviendra de les évaluer. Quels sont les ministres qui sont beaucoup plus engagés dans leur mission, par exemple, jusqu'à maintenant? Je ne suis pas à l'aise de parler des individus. Je crois que le moment venu, il revient au président de les évaluer. Il y a ceux qui pensent que c'est le ministre de la Justice. Question de les soutenir davantage. Il va faire mieux. Ouais. Disons que j'apprécie les actions du ministre, mais je sais que le ministre de la Justice a un rôle par rapport à la justice, un rôle aussi limité hein, par rapport au corps magistral hein, qui est indépendant, n'est-ce pas? Le Conseil supérieur de la magistrature, plutôt, c'est à lui que revient la responsabilité de mettre de l'ordre dans les secteurs de la justice. Mais jusque-là, j'aurais bien voulu qu'il y ait aussi des actions du ministre avec le Conseil supérieur de la magistrature qui a la responsabilité de mettre de l'ordre, de révoquer ou de recruter des magistrats, par exemple. Donc, je crois que les actions qu'ils mènent, c'est bien, mais j'aurais bien voulu, en tant qu'un homme averti, le voir aussi constamment en réunion avec le Conseil supérieur de la magistrature pour chercher des solutions durables. Il y a moyen de booster le programme du gouvernement actuel. Et si oui, comment procéder? Bon, ça c'est une question d'initié. Hein? Donc c'est pour ceux qui sont au gouvernement. Ils tiennent des réunions. Non, mais là, vous parlez comme un citoyen congolais en train d'observer ce qui se passe dans son pays. Mais nous attendons voir... Le souhait de plus d'un Congolais, c'est redorer les blasons de notre RDC. Oui, c'est-à-dire, comme le chef de l'État avait déjà initié l'évaluation, je crois que lui-même connaît ces critères, les critères objectifs qu'il aurait arrêtés. Et puis, à la fin, s'il y en a qui ne font pas la moyenne, je crois qu'il serait tout à fait normal qu'ils puissent... les faire partir et amener au gouvernement
d'autres nouvelles compétences pour essayer de booster les actions du gouvernement. Voilà, on parle de booster les programmes d'action du gouvernement. Quelle est la place de la réforme, par exemple? Parce que j'ai suivi les ministres de sport qui parlent de construire à la place Sainte-Thérèse un stade qui saura contenir plus de 60 000 je ne sais pas, public, ainsi de suite, mais tout ça là, on s'est dit, bon, est-ce que ce sont déjà des signaux, il est dans les bons, ou bien il y a autre chose à faire pour éviter surtout la balkanisation aussi de nos infrastructures? Bon, vous savez, tout ministre peut annoncer tout ce qu'il peut annoncer, mais je crois que l'État ne se gère pas comme ça. Vous l'avez bien dit, pour innover dans ce secteur, je crois qu'il faudra pas des actions tapées de ce genre, mais plutôt de réformer les secteurs, n'est-ce pas? Je crois que tous les secteurs sont à réformer. C'est pourquoi j'ai toujours parlé de la refondation de l'État. Quelles sont les actions qui nous amènent à jeter des piliers solides dans différents secteurs? Moi, je crois que si tout dépendait de moi, on devait juger les ministres par rapport à ces actions-là. Voilà, pour essayer un peu de clore les dossiers banditisme urbain, il y a un téléspectateur qui m'a parlé aussi de l'alcool que les indigènes essaient un peu de mettre à la disposition de la jeunesse. On sait, il y a des whisky là qu'on vend, ainsi de suite, et ce sont ces whisky qui essaient un peu de dévier ou de donner un certain comportement à notre jeunesse, et ils se retrouvent aussi dans la rue pour commettre de bavures. Oui, c'est-à-dire, comme j'ai toujours dit, nous avons un État en déliquescence que nous devons refonder. Jadis, il suffisait seulement qu'on vous dise qu'à tel endroit on va du chanvre et la police débarquait là-bas pour les arrêter. Mais maintenant là, tu vois tous ces délinquants chez tous ces enfants de la rue qui vendent ces drogues-là. Mais ce sont des policiers qui facilitent ces opérations-là. Vous comprenez? Donc, je crois que le problème du Congo ne reste pas à la surface et à longue profondeur. Il est plus profond que tout ce que nous pouvons. Les épiphénomènes que nous voyons là, le problème est plus profond que ça. Donc, pour ça, par exemple, on vous dirait que c'est la police. Il faut restructurer la police, il faut l'organiser, il faut le moderniser pour que nous ayons des gens d'un certain niveau d'instruction qui comprennent des choses, voilà quoi, qui ne peuvent pas accepter de fumer du chanvre pour faciliter le commerce du chanvre. Voilà. Merci pour cet éclairage. Parlons santé, la variole du singe, on en parle, on continue d'en parler, ainsi de suite. Comment vous avez accueilli la nouvelle, et une fois que vous voyez les cas de victimes, ça vous inspire quoi? Ce qui m'étonne, c'est que le cas de cette maladie est plus à Kinshasa, alors que les singes sont à l'intérieur du pays. C'est-à-dire, ce sont des microbes qui sont venus de laboratoires des Occidentaux, n'est-ce pas? Parce que ça aurait été nos singes du village, ça commencerait d'abord par tuer les gens à l'intérieur du pays. Mais vous trouvez plus de cas à Kinshasa ici. Voilà pourquoi je me dis, bon, il est vrai que comme d'autres maladies, d'autres épidémies, il faudra que l'État, j'ai hier suivi sur les réseaux sociaux, le ministre provincial de la Santé qui appelait la population à la vigilance, à la prudence. Mais je me dis, c'est une maladie qui n'est pas venue de nos singes qui sont dans nos forêts. C'est venu dans des laboratoires. Alors, nous devons nous prémunir contre toutes ces maladies. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Et pourquoi cette variole est beaucoup plus existante en Afrique, alors que les singes sont partout dans le monde? Bon, l'Afrique a toujours été le cobaye des Occidentaux. Voilà pourquoi il y a comme ça des maladies récurrentes, des épidémies en Afrique. C'est le champ d'expérimentation de leurs produits dans les laboratoires occidentaux, quoi.
Voilà, selon certaines indiscrétions, Bill Gates fait beaucoup de pression sur l'Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo pour libérer son vaccin sur les humains. Voilà, il y a de quoi se poser mille et une questions. Pourquoi cette réalité? Pourquoi ces épidémies? Ça profite à qui et ainsi de suite. Et voilà, on vient de citer nommément encore Bill Gates. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Nous savons, on connaît sa politique, on connaît son attitude vis-à-vis de l'Afrique depuis longtemps. Ce qui est arrivé là, je doute qu'il puisse être étranger à ça, mais c'est simplement regrettable. Les autorités, nos autorités doivent aussi prendre des mesures qui s'imposent parce que ce vaccin-là, qu'est-ce que ça cache et tout ça. Bon, bref, je sais que nous avons des grands experts dans le secteur. Ils doivent étudier la question et nous dire à quoi nous en tenir. Voilà, comment se protéger du virus, quoi faire une fois atteinte. Le gouvernement congolais, par l'entremise du ministère de la Santé, a du pain sur la planche pour épargner les Congolais de cette maladie. Voilà un peu ça. Ça doit changer, les changements à tout prix. Et voilà, ailleurs, on convoite notre cher beau pays, de par son sol et son sous-sol. Alors que nous, ici, nous sommes en train de croupir dans la misère, ainsi de suite. Les efforts de notre gouvernement devraient à tout prix se faire sentir. Comment exactement? Moi, je me dis que l'autre fois, j'ai dit que au même temps que le gouvernement essaie de mener des actions pour soulager la misère du peuple, au même moment aussi le gouvernement devait essayer des actions pour refonder l'État, des actions durables, n'est-ce pas? Parce que nous avons un État vraiment en déliquescence. Il faut commencer déjà à jeter les jalons de la refondation de l'État. Hein, parce que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce sont des actions spéculatives sans lendemain. Mais si les dossiers sont bien étudiés, on peut mener des actions qui peuvent porter des fruits dans 20, 25, 30 ans. Comprenez? Pour essayer de jeter les piliers de la refondation de l'État. La refondation de l'État, dans votre ouvrage, vous avez parlé de ça, ainsi de suite. Vous avez pensé aussi à disponibiliser cet ouvrage, quel est responsable puisse entrer en possession de vos deux ouvrages importants pour en savoir plus sur de quoi vous faites allusion pour les succès de notre République démocratique du Congo. Oui, de temps en temps, je prends soin de donner des exemplaires et puis de discuter avec différentes personnalités. Le premier ouvrage, je crois que j'ai moi-même amené un exemplaire à Martin Fayoulou, parce que c'est quand même un leader politique de grande envergure. Qui projette un meeting sous peu en guise de s'adresser à la notion, si je ne me trompe pas, il parle de l'unité nationale. Oui. Parce que la semaine passée, c'était le docteur Mukwege qui a tenu une conférence de presse pour donner son opinion par rapport à l'évolution des choses dans notre pays. Je trouve ça génial et j'ai dit que c'est ce qui a manqué à Fayoulou pendant plusieurs années. Il faut qu'il fasse le rassembleur parce que le pays va très mal. Il faudra que nous puissions dialoguer. C'est important que nous ayons les acteurs de différents horizons, scientifiques, politiques, société civile et tout ce que tu veux, pour que nous puissions discuter une fois de plus et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour refonder l'État. Parce que dis-toi que, je le dis toujours, nous avons un État en déliquescence qu'il faut refonder. Il faut refonder l'État. Pour refonder l'État, il faudra que les acteurs se mettent ensemble pour voir dans quel domaine nous jetons les jalons pour que nous puissions redémarrer de nouveau parce que nous avons un État malade. Le dialogue, arrêter tout pour dialoguer ou bien combiner les deux? La gestion du pays et puis... Ça dépend de comment on peut s'y prendre. Ça dépend de comment on va s'attendre, mais toujours est-il que nous aurons besoin d'autres mains. On a besoin d'autres mains pour essayer de soutenir l'édifice RDC qui est vraiment... qui va très mal.
Mais ça cache quoi? Le moment est propice parce que apparemment les opposants commencent déjà à se réveiller de leur sommeil pour réagir. Secouer un peu ce régime, ça vaut la peine. Non, moi je crois que l'opposition était quelque peu somnolente. C'est toujours bien qu'ils puissent se réveiller. Ça, j'apprécie. Pourquoi apporter, par exemple, parler d'un dialogue, c'est bien, mais qu'est-ce que la population attend de Non, cette c'est-à-dire opposition? la population attend du gouvernement des actions allant dans le Du sens gouvernement et de de soulager. l'opposition aussi. Oui, mais le gouvernement est là. Le gouvernement est là. Je crois que... Pour remplir sa mission, bon. le gouvernement est là, mais le gouvernement n'arrive pas à satisfaire les besoins sociaux de base. Ça pose problème. Mais si ensemble on peut faire mieux, je crois qu'il faut aller dans ce sens. Si hier c'est Dr Mukwege qui a réagi, et demain c'est le meeting prévu par Martin Fayulu, après demain, ce ne sera pas Moïse Katumbi qui va aussi parler? Non, mais je crois qu'il y a nécessité qu'on puisse se mettre autour d'une table. Il y a nécessité qu'on puisse, en tout cas, revoir comment faire marcher l'État. L'État a des problèmes, des sérieux problèmes. Voilà, après l'élection de 2023, ils sont restés spectateurs. Et voilà, maintenant, ils sortent de leur silence pour se rallier du côté, je me dis, de la population. En vue de secouer les gouvernements pour remplir correctement sa mission. Mais les actions de l'opposition sont le bienvenu en ces moments-ci, ou bien ça sera toujours freiné par ceux qui sont au pouvoir, parce que selon d'aucuns, les actions du gouvernement, de l'opposition, des fois ça se solde par des marches, des mouvements de protestation, et ça perturbe l'ordre public. Bon, la marche, c'est le droit reconnu constitutionnellement, mais est-ce qu'il y a vraiment des raisons qu'on puisse empêcher l'opposition de se manifester? Non. Je crois que même à travers les réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut porter son discours, hein, mais je crois qu'il faudra laisser faire un peu l'opposition pour qu'il s'exprime, pour qu'elle s'exprime, pour que l'opposition peut orienter autrement les choses. Parce qu'ils peuvent dénoncer la vie chère à Kinshasa, le banditisme urbain à Kinshasa et autre chose, par exemple. En tout cas... L'insalubrité à Kinshasa. Oui. Kinshasa, il y a tous les maux du monde, ça, à Kinshasa, l'insécurité, l'insalubrité, le transport, les embouteillages, tout ce que tu veux, tout est compliqué à Kinshasa. Tout ça, c'est le fait que l'État est affaibli. L'État organisateur de la société n'arrive plus à jouer son rôle régalien pour mettre de l'ordre et faire avancer les choses. Donc, ça stagne. En lieu et place de commencer par la réhabilitation des alentours de l'hôtel de ville de Kinshasa, les Congolais pensent que, les Kinois en particulier, qui devaient d'abord commencer par résoudre le problème de banditisme urbain, mettre fin au phénomène Kuluna dans le quartier respectif de Kinshasa. Bon, c'est par là qu'ils devaient commencer tout d'abord. Moi, je crois que... entamer les dossiers insalubrité, absence des caniveaux, parce que Madame la pluie va bientôt arroser la ville de Kinshasa. Dans cet état, nous allons nous réveiller tous, le pied dans l'eau. Oui. Depuis que le gouvernement, l'actuel gouverneur et l'équipe gouvernementale de la ville de Kinshasa est là, j'ai comme l'impression que les prémices ne sont pas convaincantes. Donc, les actions qui sont menées les sont de manière molle. Moi, en tant qu'expert, je ne vois pas comment l'on va s'en sortir. J'ai peur qu'avec la pluie ici, nous puissions vraiment, comme tu le dis là, nous retrouver dedans. Parce que aujourd'hui, il y a une action d'envergure avec des engins mobilisés auprès de l'armée. Mais demain, ça sera quoi? Si les chefs de quartier, ces gens avec des pelles, ne peuvent pas continuer à faire ce travail-là, ça sera de la peine perdue. Parce qu'il y a déjà des soleils accablants. Alors, la ville de Kinshasa, de par les constructions, il y a plutôt aussi des problèmes urbanistiques. Hein. Tout ça, là, on s'est dit, la première pluie va déjà plonger, il y aura déjà des dégâts importants.
qui seront signalés. Alors, les ministres provinciaux, je me dis les ministres des Transports, il doit commencer par où pour résoudre les problèmes? Les embouteillages, il y a les ministres qui sont dans divers domaines. Ils doivent procéder comment simultanément pour préserver ou garantir la sécurité des circulations, réglementer les problèmes de la vie chère à Kinshasa et autres besoins nécessaires. Ce que je déplore dans ce qui se fait, quand vous lisez la Constitution, vous verrez que nous sommes dans un régionalisme constitutionnel où nous avons le gouvernement provincial et le gouvernement national. Mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a plus de démarcation entre ce qui doit être fait par Kinshasa et par le gouvernement central. C'est ça, il y a une certaine confusion. Même dans la nomination de l'équipe gouvernementale, vous avez des ministres qui sont dans les domaines dont les compétences sont transférées aux provinces. Alors il y a une confusion totale. Mais je crois que... Ils ne parlent pas le même langage ou bien il faut qu'il y ait complémentarité? Non, c'est-à-dire la Constitution, l'article 222, 223, donc 202, 203, 204, 205, répartit les compétences entre l'État central et les provinces. Mais j'ai comme l'impression que l'État, c'est pourquoi on parle du principe de subsidiarité. C'est-à-dire, il y a des actions qui doivent être menées par palier de gouvernance. Mais ici, nous avons comme l'impression que l'État central fait ce que doit faire la province et la province se met de ce que doit faire l'État central et nous sommes dans une confusion. Voilà pourquoi j'ai dit il faudra que les gens puissent se mettre ensemble pour que nous puissions voir tout ça. Donc, ça va très mal. Il y a quelque chose qui allait m'échapper. C'est un groupe de jeunes gens qu'on retrouve sur le boulevard, c'est de suite. Et ils sont là pour soutenir les autorités qui passent. On les acclame, ils applaudissent, ils jettent de fleurs, consorts. Est-ce que ces jeunes gens, ces groupes de jeunes gens, sont à comparer au Kuluna ou bien ils favorisent le vol, le banditisme urbain, autre bavure? Non, ce sont des mendiants, c'est une mendicité voilée. C'est de la mendicité, ce qu'ils appellent matol. Hein, ils arrachent aussi des téléphones. Ils se permettent un peu tout. Hein. Ce sont des mendiants qui, des fois, se transforment en Kuluna et font tout ce qu'ils font là. Voilà. C'est-à-dire, nous sommes dans un État qui a vraiment de l'équessence et que, surtout, la jeunesse est sacrifiée. Attendons voir les actions de la gratuité de l'enseignement. Peut-être qu'avec le temps, d'ici 10-20 ans, ça peut donner des résultats escomptés pour que les enfants qui aujourd'hui sont à l'âge d'aller à l'école y aillent pour qu'on n'ait plus ce phénomène-là. Voilà, parce que nous sommes à la fin de notre émission de ce soir, Monsieur Albert Angbane, Matézimbombo, parlez-nous en peu de temps, en peu de mots, de vos deux ouvrages qui parlent de la décentralisation et de la ville de Kinshasa, comment faire le nécessaire pour que le changement intervienne à tous les niveaux dans notre ville de Kinshasa, et puis pourquoi pas nous parler de sujet de ce soir, à l'insécurité à Kinshasa, cas de Kuluna, l'insécurité urbaine, et puis pourquoi pas aussi un mot sur la variole du singe signalée déjà dans notre pays. Vous avez 2 minutes pour ça, on va devoir clôturer. Oui, Kinshasa a un problème de gouvernance. Le problème de gouvernance à Kinshasa, la solution, j'ai proposé dans l'ouvrage Kinshasa vers une gouvernance résiliente de la mégapole. Je crois que dès que l'on résout le problème de la gouvernance, on aura une administration de proximité, une police de proximité, et on pourra faire face aux différents problèmes qui se posent, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan d'infrastructure, que ce soit sur tout le plan, on va résoudre les problèmes. Donc, il faut que Kinshasa subisse une réforme dans sa structure actuelle. Il faut que Kinshasa accepte d'aller avec la décentralisation en profondeur.
Voilà, c'était un plaisir énorme de vous recevoir sur ce plateau pour parler actualité. Voilà, le message est passé pendant les 40 minutes imparties à cette émission. Vous avez pris l'émission en cours. La rediffusion, c'est le samedi à 13h, heure de Kinshasa. Merci aux preneurs de vue. Merci à la chaîne de référence pour ces programmes de votre émission Le Rendez-vous. Nous comptons vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission hebdomadaire Le Rendez-vous. Bonsoir chez vous.